Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et bon visionnage de cette extraordinaire odyssée à travers plus de 1200 ans d'histoire nordique, où les brumes mystérieuses du temps révèlent progressivement comment une terre peuplée de guerriers redoutables et impitoyables s'est métamorphosée en l'une des nations les plus pacifiques, progressistes et admirées de notre époque contemporaine. Comment une nation peut-elle passer de la terreur absolue des mers à l'incarnation même de la neutralité diplomatique et de la paix mondiale? Pourquoi les descendants directs de ceux qui pillaient, sans pitié, les monastères européens et semaient la terreur sur 3 continents sont-ils aujourd'hui les champions incontestés de la justice sociale et de l'égalité? Qu'est-ce qui transforme des conquérants vikings impitoyables, assoiffés de sang et d'or, en architectes minutieux d'un État-providence admiré et étudié dans le monde entier? Cette histoire fascinante n'est pas celle que vous croyez connaître, car derrière les casques à cornes mythiques qui n'ont jamais existé et les dracars légendaires se cache une vérité infiniment plus complexe, nuancée et captivante sur la transformation radicale d'une société tout entière. Imaginez-vous transporté dans les forêts profondes et mystérieuses de Scandinavie il y a plus de 12 siècles, où le craquement sinistre des branches sous la neige épaisse se mélange harmonieusement au murmure énigmatique des anciens dieux nordiques qui habitent encore ces terres sauvages. L'air glacial et pur transporte l'odeur âcre et réconfortante de la fumée s'échappant des longues maisons communautaires, ces habitations ingénieuses où des clans entiers se rassemblaient autour du feu central perpétuel, partageant non seulement la chaleur vitale, mais aussi les histoires épiques et les rêves ambitieux de richesses lointaines et de gloire éternelle. C'est précisément dans cette atmosphère unique et envoûtante que naît notre récit extraordinaire, bien avant que le nom même de Suède n'existe dans les chroniques européennes ou dans l'imagination des peuples méridionaux. Les premiers rayons timides du soleil arctique percent difficilement à travers la canopée dense et impénétrable des pins centenaires majestueux, révélant progressivement un paysage grandiose qui semble figé dans le temps éternel et immuable. Les lacs innombrables, véritables miroirs parfaits reflétant le ciel changeant et dramatique du nord, parsèment cette terre mystique comme autant de fenêtres magiques ouvertes sur le monde invisible des esprits et des ancêtres. C'est une terre dure et impitoyable, particulièrement cruelle en hiver, quand la nuit semble éternelle, mais paradoxalement généreuse en été, lors du soleil de minuit, qui forge patiemment des hommes et des femmes à son image exacte, résilients comme le granit, ingénieux comme le renard arctique et profondément connectés aux cycles éternels et mystérieux de la nature nordique. Contrairement à ce que les romantiques exaltés du XIXe siècle nous ont fait croire avec leurs gravures fantaisistes et leurs opéras dramatiques, ces peuples nordiques ne portaient absolument pas de casques ornés de cornes majestueuses. Cette image pittoresque et tenace est une pure invention moderne, une fantaisie artistique qui masque malheureusement la sophistication réelle et impressionnante de leur culture guerrière, maritime et commerciale. Les véritables Vikings portaient des casques coniques simples mais efficaces, souvent munis d'une protection nasale, conçue pour dévier les coups d'épée plutôt que pour impressionner dans les opéras wagnériens. Cette distinction peut sembler triviale, mais elle révèle combien notre vision moderne des Vikings est déformée par des siècles de mythification romantique qui obscurcit leur véritable génie militaire et organisationnel. Dans les brumes épaisses et mystérieuses de l'aube du 8e siècle, alors que le grand Charlemagne
consolidait méthodiquement son empire carolingien au cœur battant de l'Europe continentale, les peuples de ce qui deviendrait un jour la Suède vivaient dans une société remarquablement complexe et hiérarchisée, extraordinairement éloignée de l'image barbare et primitive que leurs futures victimes terrorisées allaient propager dans toute la chrétienté. Les jarls, ces nobles guerriers propriétaires terriens au statut quasi royal, régnaient avec autorité sur des communautés agricoles étonnamment prospères, où l'artisanat sophistiqué du fer avait atteint un niveau de perfection technique absolument remarquable pour l'époque. Les forgerons suédois, véritables artistes du métal, créaient des épées d'une qualité si légendaire que leurs lames flexibles et tranchantes comme des rasoirs étaient recherchées, admirées et craintes jusqu'aux confins les plus reculés du monde, alors connus. Les techniques de forge scandinaves représentaient le summum de la technologie métallurgique médiévale. Ces artisans maîtrisaient l'art complexe de l'acier feuilleté, superposant des couches de fer doux et d'acier dur pour créer des lames à la fois flexibles et incassables. Le processus de fabrication d'une épée viking de qualité supérieure pouvait prendre plusieurs mois, impliquant des rituels religieux, des incantations aux dieux et une connaissance empirique de la métallurgie transmise jalousement de maître à apprenti. Les épées portaient souvent des noms poétiques comme mordeuses de casque ou flammes de bataille et étaient considérées comme des êtres quasi vivants possédant leur propre esprit guerrier. Mais qu'est-ce qui a poussé ces agriculteurs artisans apparemment satisfaits et prospères à abandonner soudainement leurs champs fertiles et leurs forges lucratives pour se lancer dans des expéditions maritimes périlleuses qui allaient terroriser 3 continents pendant près de 3 siècles? La réponse complexe et fascinante se trouve dans une convergence extraordinaire de facteurs climatiques, démographiques, technologiques et culturels qui se sont cristallisés précisément à ce moment crucial de l'histoire européenne. L'optimum climatique médiéval, cette période remarquable de réchauffement global qui a commencé approximativement vers 750 de notre ère, a permis des récoltes agricoles nettement plus abondantes dans les terres nordiques habituellement hostiles, entraînant mécaniquement une explosion démographique sans précédent dans ces régions. Les fils cadets, systématiquement exclus de l'héritage foncier par le système impitoyable de primogéniture, se trouvaient brutalement face à un choix existentiel cruel, accepter humblement un statut social inférieur et humiliant, ou chercher audacieusement fortune et gloire ailleurs, au-delà des mers mystérieuses. Simultanément, les innovations navales révolutionnaires développées patiemment pendant des générations atteignaient leur apogée technique. La voile carrée ingénieusement adaptable permettait de naviguer efficacement par tous les vents, la quille remarquablement peu profonde autorisait la navigation aussi bien en haute mer tumultueuse que dans les rivières peu profondes de l'intérieur des terres, et la construction sophistiquée à clin rendait les navires à la fois étonnamment légers pour le portage et remarquablement résistants aux tempêtes les plus violentes. Ces innovations techniques combinées ont soudainement ouvert des horizons littéralement illimités à une génération entière de jeunes hommes ambitieux et désespérés. Le 8 juin 793 marque traditionnellement le début officiel et symbolique de l'ère viking avec le raid dévastateur et sacrilège sur le monastère isolé de Lindisfarne en Angleterre du Nord. Ce jour funeste, des moines paisibles virent apparaître à l'horizon des voiles carrées menaçantes, annonçant l'arrivée d'hommes qui ne connaissaient ni la pitié ni la crainte du Dieu chrétien.
le pillage brutal et méthodique du monastère, le massacre des moines désarmés et le vol des trésors sacrés envoyèrent une onde de choc et de terreur à travers toute l'Europe chrétienne. Mais pour les Vikings suédois spécifiquement, l'aventure expansionniste avait en réalité commencé bien plus tôt et s'orientait stratégiquement vers l'Est immense plutôt que vers l'Ouest maritime, tandis que leurs cousins norvégiens et danois pillaient méthodiquement les côtes britanniques et françaises, semant la terreur de Dublin à Paris. Les Vikings suédois, qu'on appellerait plus tard les Varegs dans les chroniques byzantines, tournaient résolument leur regard ambitieux vers les immenses étendues mystérieuses de ce qui deviendrait la Russie. Les rivières russes majestueuses, ces autoroutes liquides naturelles, serpentant paresseusement à travers des forêts apparemment sans fin, offraient un chemin direct et relativement sûr vers les richesses fabuleuses et légendaires de Byzance, la Dorée et du califat abbasside opulent. Ces routes fluviales, principalement le Dniepr et la Volga, devinrent les artères commerciales d'un empire commercial informel s'étendant de la Scandinavie à Constantinople et jusqu'à Bagdad. Peut-on seulement imaginer l'émerveillement absolu mêlé de cupidité dévorante qui a dû saisir ces hommes rudes du Nord lorsqu'ils ont aperçu pour la première fois les dômes dorés éblouissants de Constantinople, cette nouvelle Rome qui brillait comme un joyau impossible au bord du Bosphore mystérieux. Les sagas nordiques, transmises oralement pendant des générations avant d'être finalement couchées sur parchemin, parlent avec une admiration à peine dissimulée de Miklagarde, la grande ville où les empereurs byzantins employaient ces guerriers nordiques redoutables comme gardes personnels d'élite, les célèbres Varangiens. Ces Vikings suédois, transformés en mercenaires de luxe, rapportaient en Scandinavie non seulement de l'or et des soieries, mais aussi des idées, des techniques architecturales, des concepts administratifs, et même des éléments de théologie chrétienne orthodoxe qui influenceraient profondément le développement ultérieur de la Suède. Les expéditions Varegs n'étaient absolument pas de simples raids de pillage anarchiques et destructeurs, mais des entreprises commerciales sophistiquées et méthodiquement organisées, qui nécessitaient une logistique impressionnante et une planification minutieuse. Les chefs vikings suédois établissaient méthodiquement des comptoirs commerciaux fortifiés le long des rivières Dniepr et Volga, créant ce qu'on appellerait aujourd'hui une chaîne d'approvisionnement internationale sophistiquée. À Novgorod, qu'ils appelaient Holmgård dans leur langue nordique, à Kiev, qu'ils nommaient Könugardr, les marchands suédois échangeaient les précieuses fourrures de zibelines sibériennes, l'ambre doré de la Baltique, le miel des forêts russes et, plus sombrement, les esclaves capturés lors de raids contre les populations slaves, contre les pièces d'argent arabes frappées à Bagdad, les soieries byzantines chatoyantes et les épices orientales exotiques venues d'Inde et de Chine. L'ampleur phénoménale de ce commerce viking est absolument stupéfiante quand on l'examine attentivement. Les archéologues modernes ont découvert plus de 200 000 pièces de monnaie arabe du IXe et Xe siècle en Suède, soit plus que dans tout le monde arabe de l'époque réunie. Cette accumulation massive de richesses témoigne de l'intensité et de la profitabilité du commerce vareg, mais aussi de la transformation progressive de la société suédoise. Les richesses affluant de l'Est permettaient aux chefs vikings de consolider leur pouvoir, de construire des halls somptueux, de maintenir des suites guerrières importantes et de financer des expéditions toujours plus ambitieuses. Cette économie de prédation et de commerce créait un cercle vicieux où le succès appelait plus d'expansion, plus de raids, plus de commerce,
dans une spirale apparemment sans fin. La transformation graduelle mais inexorable de raiders impitoyables en marchands calculateurs, puis en fondateurs d'États organisés, illustre parfaitement l'adaptabilité remarquable et le pragmatisme de ces vikings suédois. Rurik, ce chef vareg semi-légendaire dont l'existence historique reste débattue par les historiens, a fondé en 862 la dynastie prestigieuse qui gouvernerait la Russie pendant plus de 7 siècles consécutifs, jusqu'à la Révolution de 1917. Ses descendants directs, rapidement russifiés linguistiquement et culturellement en quelques générations seulement, ont néanmoins maintenu des liens étroits et privilégiés avec leurs terres d'origine scandinave pendant des siècles. Cette connexion orientale durable et profonde a marqué indélébilement le développement ultérieur de la Suède, lui donnant une perspective géopolitique unique sur le monde, tournée simultanément vers l'ouest européen latin et vers l'est slave et byzantin orthodoxe. N'est-il pas absolument fascinant et vertigineux de penser que sans ces aventuriers suédois audacieux, l'histoire de la Russie, de l'Ukraine, du Bélarus et par extension celle de l'Europe entière et du monde aurait pu prendre un cours complètement et radicalement différent? Les Rurikides ont créé l'État russe, unifié les principautés slaves orientales, résisté aux invasions mongoles et finalement jeté les bases de l'Empire russe moderne. Cette contribution suédoise à l'histoire mondiale, souvent minimisée ou ignorée dans les récits historiques conventionnels, représente l'un des impacts géopolitiques les plus durables et significatifs de l'expansion viking. L'organisation sociale complexe et nuancée de la Suède viking révèle des subtilités surprenantes qui contredisent radicalement l'image simpliste et réductrice de barbares assoiffés de sang que la propagande chrétienne médiévale a si efficacement répandue. Les femmes scandinaves jouissaient de droits juridiques et sociaux considérables, pratiquement inimaginables dans l'Europe chrétienne contemporaine. Elles pouvaient légalement posséder et hériter des terres, initier unilatéralement un divorce, gérer indépendamment des entreprises commerciales lucratives et même, dans certains cas exceptionnels mais documentés, hériter du statut prestigieux de chef de famille ou de clan. Les clés ornementées qu'elles portaient ostensiblement à la ceinture n'étaient pas de simples ornements décoratifs, mais des symboles puissants et respectés de leur autorité incontestée sur le foyer, ses richesses et ses dépendances. Les sagas islandaises méticuleusement préservées, écrites plusieurs siècles plus tard mais basées sur des traditions orales anciennes et fiables, nous parlent avec admiration de femmes vikings suédoises extraordinaires qui commandaient des navires de guerre, négociaient habilement des alliances politiques complexes et orchestraient des vendettas familiales sanglantes avec une habileté véritablement machiavélique. La figure de la femme forte nordique, indépendante et redoutable, contraste dramatiquement avec l'idéal féminin chrétien de soumission et de piété passive. Cette relative égalité des sexes dans la société viking, bien que ne correspondant pas aux standards modernes, représentait néanmoins une anomalie remarquable dans le contexte médiéval européen et témoigne d'une organisation sociale plus complexe et nuancée que les stéréotypes habituels ne le suggèrent. La religion fascinante et complexe des anciens Suédois, ce paganisme nordique sophistiqué centré sur le panthéon d'Asgard et ses divinités anthropomorphes, imprégnaient absolument chaque aspect de leur vie quotidienne, depuis la naissance jusqu'à la mort et au-delà. Uppsala, stratégiquement située dans l'actuelle Suède centrale, abritait le plus important et sacré temple païen de toute la Scandinavie,
où tous les 9 ans se déroulaient des sacrifices spectaculaires et sanglants censés assurer magiquement la fertilité des terres, la victoire dans les batailles et la faveur capricieuse des dieux. Les descriptions détaillées et horrifiées de ces rituels par Adam de Brême, chroniqueur chrétien méticuleux du XIe siècle, mélangent fascination morbide et propagande religieuse évidente, mais elles nous donnent néanmoins un aperçu précieux de la complexité théologique et rituelle de ces croyances ancestrales. Les dieux nordiques n'étaient absolument pas des divinités lointaines, parfaites et inaccessibles comme le Dieu chrétien ou Allah, mais des êtres profondément faillibles, passionnés et même mortels, engagés dans une lutte cosmique perpétuelle qui culminerait inexorablement dans le Ragnarök, cet apocalypse nordique cataclysmique où même les dieux tout-puissants périraient dans un embrasement universel. Cette vision tragique et fataliste de l'univers, où même les divinités ne peuvent échapper à leur destin, imprégnait profondément la mentalité viking et explique peut-être leur courage légendaire face à la mort. Si les dieux eux-mêmes sont condamnés, quel mortel oserait craindre son propre trépas? Cette philosophie guerrière créait des combattants d'une bravoure exceptionnelle, recherchant la belle mort, au combat qui leur garantirait une place au Valhalla, le paradis des guerriers. L'arrivée progressive et controversée du christianisme en Suède ne s'est absolument pas faite par une conversion soudaine, miraculeuse et totale, comme le suggèrent les hagiographies médiévales, mais par un long processus complexe de syncrétisme religieux où les anciennes croyances païennes se mêlaient subtilement aux nouvelles doctrines chrétiennes importées. Les premiers missionnaires courageux mais naïfs, comme Ansgar de Brême, qui arrive optimiste à Birka en 829 avec ses évangiles et ses crucifix, se heurtent immédiatement à une résistance farouche et organisée, non pas tant par attachement théologique profond au paganisme ancestral, mais parce que la nouvelle religion étrangère menaçait directement l'ordre social établi depuis des siècles. Le christianisme, avec son message révolutionnaire d'égalité fondamentale devant Dieu et son opposition morale catégorique à l'esclavage, remettait en question les fondements économiques même de la société viking prospère. Comment concilier l'idéal chrétien de charité universelle et d'amour du prochain, avec une économie sophistiquée basée sur le raid violent, le pillage systématique et le commerce lucratif d'esclaves? Cette contradiction fondamentale explique la lenteur et la difficulté de la christianisation de la Suède, qui prendra près de 3 siècles pour s'accomplir complètement, faisant de la Suède l'un des derniers pays européens à abandonner officiellement le paganisme. Les rois suédois astucieux du Xe et XIe siècle naviguaient habilement et pragmatiquement entre ces deux mondes religieux incompatibles, adoptant stratégiquement le christianisme quand cela servait leurs intérêts diplomatiques complexes avec les royaumes européens puissants, tout en tolérant, voire en encourageant secrètement, les pratiques païennes traditionnelles quand il s'agissait de maintenir la loyauté cruciale de leurs guerriers conservateurs. Olof Skötkonung, considéré officiellement comme le premier roi chrétien de Suède vers l'an 1000, a dû faire face à plusieurs révoltes païennes violentes et n'a jamais osé détruire le temple sacré d'Uppsala, comprenant que ce sacrilège provoquerait une guerre civile qu'il ne pourrait gagner. Cette coexistence tendue et ambiguë entre l'ancien et le nouveau a créé progressivement une forme unique et distincte de christianisme nordique, plus pragmatique, moins dogmatique et plus tolérante que son équivalent continental rigide. Les Vikings christianisés continuaient à nommer leurs épées, à croire aux présages
et à pratiquer des rituels qui horrifiaient les clercs continentaux. Thor et le Christ coexistaient étrangement dans l'imaginaire populaire, l'un protégeant les marins et les guerriers, l'autre offrant le salut éternel. Cette synthèse religieuse originale, ni vraiment païenne, ni complètement chrétienne, caractériserait la spiritualité suédoise pendant des siècles et expliquerait peut-être la facilité relative avec laquelle la Suède adoptera plus tard le protestantisme. La fin graduelle et presque imperceptible de l'ère viking en Suède ne s'est pas produite brutalement par une défaite militaire catastrophique ou une conversion religieuse soudaine, mais par une transformation progressive et inexorable qui s'étend sur près de 2 siècles complets. Les raids vikings deviennent progressivement moins fréquents et surtout nettement moins profitables à mesure que les royaumes européens s'organisent efficacement pour leur résister. Les châteaux de pierre remplacent les halls de bois vulnérables. Les armées féodales disciplinées remplacent les milices paysannes désorganisées. Et surtout, les Vikings perdent leur avantage technologique naval, alors que les autres nations européennes maîtrisent progressivement les techniques de navigation hauturière. Les routes commerciales lucratives vers l'Orient se ferment progressivement et inexorablement, avec l'expansion dévastatrice des Mongols au XIIIe siècle et l'affaiblissement terminal de Byzance face aux Turcs seldjoukides, puis ottomans. Mais surtout, et c'est peut-être le facteur le plus important, la Suède elle-même change fondamentalement de nature. L'agriculture s'intensifie grâce aux innovations techniques importées du continent, les villes se développent rapidement autour des marchés et des cathédrales, une administration royale embryonnaire mais ambitieuse commence à émerger timidement. Les fils et petits-fils de Vikings deviennent progressivement des fermiers prospères et sédentaires, des marchands établis et respectés, des artisans urbains organisés en guildes. L'énergie débordante qui propulsait autrefois les dracars vers des horizons lointains et dangereux se tourne désormais vers la construction patiente et méthodique d'un royaume unifié et stable. L'émergence laborieuse du royaume de Suède médiéval au XIIe siècle représente une métamorphose extraordinaire et fondamentale d'une société tribale fragmentée et querelleuse en un État centralisé, naissant, mais déterminé. Les petits royaumes régionaux historiques, les Svear mystérieux autour du lac Mälaren, les Götar orgueilleux plus au sud, fusionnent progressivement et difficilement sous l'autorité contestée de dynasties royales instables qui oscillent géographiquement entre Uppsala la sacrée et le Götaland occidental prospère. Cette unification n'est absolument pas un processus linéaire, progressif et pacifique, mais une série chaotique de guerres civiles sanglantes, d'alliances matrimoniales soigneusement calculées, d'assassinats politiques et de compromis diplomatiques perpétuellement fragiles. Chaque génération semble systématiquement remettre en question les acquis difficilement obtenus de la précédente, créant une instabilité politique chronique qui, paradoxalement, forge progressivement l'identité nationale suédoise dans l'adversité partagée. Cette période tumultueuse voit l'émergence progressive des institutions qui définiront la Suède pour les siècles à venir. Le Riksdag, assemblée des États qui deviendra l'un des plus anciens parlements d'Europe, le système des Landsmannen, représentants royaux dans les provinces, et surtout une conscience nationale distincte qui transcende les loyautés régionales traditionnelles. Le règne mouvementé d'Éric IX, dit Éric le Saint, de 1150 à 1160, marque un tournant absolument décisif dans cette construction nationale complexe. Sa croisade controversée en Finlande
officiellement présentée comme une mission sainte d'évangélisation chrétienne, mais motivée au moins autant par des ambitions territoriales et économiques que religieuses, établit les fondements durables de ce qui deviendra l'Empire suédois baltique. La conquête de la Finlande, qui restera sous domination suédoise pendant plus de 6 siècles jusqu'en 1809, transforme la Suède d'un royaume scandinave périphérique en puissance baltique régionale. La légende dorée de sa mort, sauvagement assassiné le 18 mai 1160 alors qu'il sortait pieusement de la messe dominicale, en fait instantanément un martyr national dont le culte populaire, bien que jamais officiellement reconnu par Rome sceptique, unifie symboliquement et durablement le royaume. Les reliques sacrées d'Éric, conservées précieusement dans la majestueuse cathédrale d'Uppsala, reconstruite, deviennent le point focal d'un pèlerinage national qui renforce simultanément l'identité chrétienne et nationale suédoise émergente. Mais cette sanctification posthume opportune ne masque-t-elle pas cyniquement la brutalité réelle et systématique de l'expansion coloniale suédoise en Finlande, où les populations locales finnoises et caréliennes sont subies une colonisation forcée, une évangélisation brutale et une suédification culturelle qui laisseront des traces profondes et douloureuses pendant des siècles. Les Finlandais, réduits au statut de sujets de seconde classe dans leur propre pays, développeront une identité nationale distincte qui culminera finalement dans leur indépendance dramatique en 1917. La dynastie remarquable des Folkung, qui domine autoritairement la Suède du milieu du XIIIe siècle jusqu'à 1364, transforme radicalement et durablement les structures fondamentales du royaume médiéval. Birger Jarl, d'abord régent énergique puis père de roi, modernise systématiquement l'administration archaïque en important intelligemment des modèles continentaux éprouvés, établit définitivement Stockholm comme capitale commerciale et militaire incontestée, et promulgue les premières lois écrites véritablement uniformes pour l'ensemble du royaume. La paix révolutionnaire qu'il impose impitoyablement, connue historiquement sous le nom de paix de Birger, interdit catégoriquement les raids internes destructeurs, protège spécifiquement les femmes, les églises et les sessions de justice. Une révolution juridique fondamentale qui marque le passage définitif et irréversible de la loi primitive du plus fort à l'état de droit moderne. Stockholm, stratégiquement fondée vers 1250 sur une petite île admirablement située entre le lac Mälaren et la mer Baltique, devient rapidement et irrésistiblement le cœur battant politique, économique et culturel du royaume, attirant comme un aimant les marchands allemands entreprenants de la Hanse, les artisans flamands qualifiés et les clercs français érudits. L'influence économique et culturelle profonde de la Ligue hanséatique sur la Suède médiévale est si considérable et pénétrante qu'elle façonne durablement et fondamentalement l'économie, la culture urbaine et même la langue du pays pour les siècles à venir. Les marchands allemands astucieux contrôlent monopolistiquement le commerce international du fer suédois de haute qualité, cette ressource stratégique qui fait la richesse et la puissance du royaume, et s'installent en si grand nombre dans les villes suédoises en expansion que l'allemand devient naturellement la langue dominante des affaires et de l'administration urbaine sophistiquée. Cette germanisation économique et culturelle progressive crée des tensions sociales explosives et durables entre l'aristocratie suédoise traditionnelle et conservatrice, qui tire sa richesse et son prestige de la propriété foncière héréditaire, et la nouvelle bourgeoisie urbaine cosmopolite, largement allemande,
ou profondément germanisés culturellement. Le ressentiment anti-allemand latent devient un thème politique récurrent et passionné de la politique suédoise médiévale et moderne, alimentant régulièrement des révoltes populaires violentes et des purges périodiques qui n'arrivent cependant jamais vraiment à briser définitivement l'emprise économique hanséatique sur les secteurs vitaux de l'économie suédoise. Magnus Eriksson, prématurément couronné roi de Suède et de Norvège à seulement 3 ans en 1319, incarne tragiquement à la fois l'apogée glorieux et la chute catastrophique de la Suède médiévale ambitieuse. Son règne exceptionnellement long de 45 années mouvementées voit la promulgation historique du premier code de loi véritablement national, le Landslag révolutionnaire de 1350, qui unifie juridiquement et administrativement le royaume et limite constitutionnellement les pouvoirs arbitraires et abusifs de la noblesse turbulente. Mais ses ambitions géopolitiques démesurées et irréalistes, il rêve obsessionnellement de créer un empire scandinave unifié sous sa couronne et lance des croisades ruineuses et futiles contre Novgorod la puissante, épuise catastrophiquement les finances royales déjà fragiles et aliène définitivement la noblesse mécontente. La peste noire dévastatrice qui frappe brutalement la Suède en 1350 avec une violence inouïe, décime impitoyablement près d'un tiers de la population totale et plonge le royaume traumatisé dans une crise économique, sociale et morale dont il mettra littéralement des générations à se relever péniblement. Comment un royaume peut-il survivre et se reconstruire quand la mort fauche indistinctement et massivement paysans et nobles, prêtres et marchands, enfants et vieillards, laissant des villages entiers totalement abandonnés et des terres autrefois fertiles retournant inexorablement à la forêt sauvage primitive. La peste transforme radicalement les structures sociales. La rareté soudaine de la main-d'œuvre renforce paradoxalement le pouvoir de négociation des paysans survivants, accélère l'effondrement du servage traditionnel et force une restructuration complète de l'économie agraire. Cette catastrophe démographique, aussi terrible soit-elle, porte en elle les germes d'une transformation sociale qui préfigurera la Suède moderne plus égalitaire. La réponse politique à cette crise existentielle vient paradoxalement et étonnamment de l'extérieur, avec l'union de Kalmar historique de 1397 qui unit théoriquement les 3 royaumes scandinaves frères sous une seule couronne commune. Marguerite Weir de Danemark, cette femme absolument remarquable et géniale qui manœuvre avec une habileté politique exceptionnelle dans un monde médiéval brutalement dominé par les hommes, réussit brillamment là où tant de rois guerriers virils ont lamentablement échoué, créer effectivement une union scandinave fonctionnelle. Mais cette union historique naît pragmatiquement de la nécessité urgente de contrer l'influence économique étouffante de la Hanse et la menace militaire grandissante de la Moscovie expansionniste, porte malheureusement en elle les germes inévitables de sa propre destruction future. Les Suédois acceptent l'union par pur pragmatisme politique, non par conviction idéologique profonde, et chaque tentative successive des rois danois de centraliser autoritairement le pouvoir à Copenhague, lointaine provoque des révoltes suédoises de plus en plus violentes et déterminées. L'union de Kalmar révèle cruellement les profondes contradictions insurmontables entre l'idéal romantique d'unité nordique fraternelle et les réalités tenaces des identités nationales distinctes émergentes. Les rois nominaux de l'Union
résidant confortablement et principalement au Danemark prospère, sont invariablement perçus en Suède périphérique comme des souverains étrangers illégitimes, imposant cyniquement des taxes écrasantes pour financer des guerres continentales qui ne concernent absolument pas les Suédois. Le Conseil du royaume suédois, stratégiquement dominé par la haute noblesse terrienne et le clergé conservateur, devient progressivement le véritable centre effectif du pouvoir, exploitant habilement l'absence chronique du roi pour accroître systématiquement ses privilèges féodaux. Cette situation politique ambiguë crée un paradoxe institutionnel fascinant. L'union censée renforcer mutuellement les royaumes nordiques affaiblit en réalité dramatiquement le pouvoir royal central et renforce paradoxalement les particularismes nationaux tenaces. L'idée d'une Scandinavie unie, séduisante en théorie, se heurte perpétuellement à la réalité des différences culturelles, économiques et politiques croissantes entre Danois, Norvégiens et Suédois. Les Danois, enrichis par le contrôle stratégique du détroit de l'Øresund et les taxes lucratives sur le commerce baltique, développent une culture urbaine sophistiquée et cosmopolite. Les Norvégiens, isolés géographiquement et économiquement marginalisés, se replient sur leurs traditions locales. Les Suédois, frustrés par leur subordination politique, mais conscients de leur potentiel économique, nourrissent un ressentiment nationaliste qui explosera périodiquement en révolte sanglante. La figure héroïque et tragique d'Engelbrekt Engelbrektsson, ce petit noble énergique mais obscur de Dalecarli qui mène courageusement la grande révolte populaire de 1434, illustre parfaitement les tensions sociales explosives qui traversent profondément la Suède du XVe siècle turbulent. Sa rébellion spontanée, initialement dirigée spécifiquement contre les baillis danois corrompus accusés d'oppression fiscale systématique et d'abus de pouvoir, se transforme rapidement et spontanément en un mouvement populaire massif qui transcende miraculeusement les clivages sociaux traditionnels apparemment insurmontables. Paysans affamés, mineurs exploités, petite noblesse appauvrie et même certains membres progressistes du clergé se rallient enthousiastement à sa bannière révolutionnaire, unis par un sentiment national suédois naissant mais puissant. L'assassinat lâche d'Engelbrekt en 1436 par un rival jaloux ne met absolument pas fin au mouvement révolutionnaire qu'il a courageusement initié, mais le transforme instantanément en martyr vénéré de la cause nationale suédoise, préfigurant prophétiquement la rupture définitive avec l'union de Kalmar dysfonctionnelle qui interviendra spectaculairement près d'un siècle plus tard. Les Sture, cette famille aristocratique remarquable de régents compétents qui gouvernent la Suède par intermittence de 1470 à 1520, incarne brillamment la résistance nationale suédoise à l'union impopulaire tout en révélant paradoxalement les limites structurelles du particularisme national isolationniste. Sten Sture, l'ancien défait spectaculairement les Danois à la bataille décisive de Brunkeberg en 1471, victoire militaire célébrée euphoriquement comme un triomphe national providentiel, mais qui ne résout fondamentalement rien sur le plan politique. Ses successeurs talentueux mais contraints naviguent perpétuellement et précairement entre l'indépendance de facto qu'ils exercent et la soumission formelle à l'Union qu'ils ne peuvent répudier, créant une situation d'ambiguïté constitutionnelle permanente qui épuise progressivement le royaume. Le massacre horrible de Stockholm en novembre 1520, où Christian II de Danemark, surnommé à juste titre le tyran,
fait cyniquement exécuter plus de 80 nobles et bourgeois suédois influents après avoir solennellement promis l'amnistie générale, marque définitivement le point de non-retour psychologique et politique. Cet acte de barbarie politique calculé, loin de soumettre définitivement la Suède rebelle, comme l'espérait naïvement Christian, provoque au contraire une révolte générale spontanée et déterminée qui portera au pouvoir un jeune noble provincial dont le destin exceptionnel changera à jamais et fondamentalement l'histoire nordique et européenne. Gustav Vasa, miraculeusement échappé de sa captivité danoise humiliante et réfugié désespérément dans les montagnes inhospitalières de Dalecarlie, incarne initialement une figure romantique presque mythique de résistance héroïque désespérée contre l'oppression étrangère. Sa fuite légendaire et rocambolesque à ski, à travers les forêts enneigées interminables, inlassablement poursuivi par les soldats danois déterminés, deviendra le mythe fondateur romantique de la Suède moderne indépendante, commémoré annuellement dans la célèbre course de ski Vasaloppet qui attire des milliers de participants du monde entier. Mais derrière cette image héroïque soigneusement cultivée se cache en réalité un politique impitoyablement pragmatique et calculateur qui comprend parfaitement que l'indépendance suédoise durable nécessite une transformation radicale et systémique des structures archaïques du royaume médiéval. Son élection triomphale comme roi le 6 juin 1523, date symboliquement devenue fête nationale suédoise moderne, marque simultanément la fin définitive de l'union de Kalmar-Oni et le début spectaculaire d'une révolution politique, religieuse et sociale sans précédent dans l'histoire scandinave. La réforme protestante radicale que Gustav Vasa impose méthodiquement et impitoyablement à la Suède réticente entre 1527 et 1544 n'est absolument pas motivée par une conviction théologique profonde ou une illumination spirituelle soudaine, mais par une nécessité politique et économique absolument impérieuse. Les immenses richesses foncières et mobilières de l'Église catholique séculaire, qui possède légalement près d'un cinquième de toutes les terres arables du royaume, représentent la seule source de financement suffisamment massive pour construire l'État moderne, centralisé dont Gustave rêve obsessionnellement. La confiscation systématique et brutale des biens ecclésiastiques, la dissolution impitoyable des monastères séculaires, la subordination totale du clergé au pouvoir royal absolu, toutes ces mesures révolutionnaires, habilement justifiées par la rhétorique luthérienne importée d'Allemagne, visent avant tout cyniquement à créer un État bureaucratique centralisé et une monarchie héréditaire absolue sur le modèle des grandes monarchies européennes contemporaines. Les paysans traditionalistes de Dalecarlie, ces mêmes hommes courageux qui l'ont héroïquement porté au pouvoir, se révoltent spontanément et violemment quand ils comprennent progressivement que la réforme signifie paradoxalement plus de taxes écrasantes, moins d'autonomie locale traditionnelle et la destruction de leurs repères religieux ancestraux. Gustave écrase impitoyablement et systématiquement ces rébellions populaires successives, prouvant brutalement que le roi libérateur romantique est devenu un autocrate absolutiste implacable. Les meneurs rebelles sont exécutés publiquement, leurs biens confisqués, leurs familles disgraciées. La répression sanglante de la rébellion des cloches de 1531, où les paysans dalécarliens tentent de restaurer le catholicisme, marque un tournant. Désormais, l'opposition au roi est assimilée à la trahison contre la nation. Cette fusion de l'autorité royale et de l'identité nationale sera l'un des héritages les plus durables
et ambigu du règne de Gustav Vasa. L'héritage complexe et multiforme de Gustav Vasa va bien au-delà de l'indépendance nationale chèrement acquise et de la réforme religieuse imposée. Il crée méthodiquement une administration moderne professionnalisée, établit un système fiscal sophistiqué et efficace, développe systématiquement l'armée permanente et la marine de guerre, encourage activement le commerce international et l'industrie minière stratégique. Ces réformes linguistiques révolutionnaires, notamment la traduction intégrale de la Bible en suédois vernaculaire accessible, standardisent définitivement la langue nationale et créent les bases culturelles d'une culture nationale véritablement unifiée. Mais peut-être son legs le plus durable et significatif est-il l'idée même, révolutionnaire pour l'époque, d'un État suédois fort, centralisé, bureaucratique, capable de rivaliser efficacement avec les grandes puissances européennes établies. Cette vision ambitieuse, soigneusement transmise à ses fils et successeurs, transformera miraculeusement la Suède périphérique et arriérée du XVIe siècle en empire dominant et craint du XVIIe siècle. La transformation est si spectaculaire que les contemporains peinent à la croire. Comment ce royaume nordique pauvre et peu peuplé peut-il soudainement défier les Habsbourg, la France et la Russie? Éric XIV, fils, aîné brillant mais instable et successeur officiel de Gustav Vasa, règne tumultueusement de 1560 à 1568 dans une spirale fascinante et terrifiante de génie créatif et de folie destructrice qui fascine encore les historiens et psychiatres modernes. Linguiste extraordinairement brillant parlant couramment 8 langues, stratège militaire véritablement innovant, mécène généreux des arts et des sciences, il semblait destiné par le destin à élever glorieusement la Suède vers de nouveaux sommets de puissance et de culture. Sa cour fastueuse rivalise en splendeur baroque avec celle de France et d'Espagne, attirant magnétiquement artistes italiens, savants allemands et poètes français. Éric compose lui-même de la musique, écrit des poèmes en latin, correspond avec les plus grands esprits de son temps, mais sa paranoïa pathologique grandissante, exacerbée certainement par une maladie mentale héréditaire probable et l'abus de mercure utilisé comme médicament, le conduit inexorablement à des actes de violence irrationnels et autodestructrices. Le massacre sanglant de la famille Sture en 1567, où il tue sauvagement de ses propres mains royales plusieurs nobles dans un accès de rage psychotique incontrôlable, marque définitivement le début de sa chute vertigineuse. Son emprisonnement ultérieur par ses frères conspirateurs et sa mort mystérieuse en prison en 1577, très probablement empoisonné sur ordre de son frère et successeur Jean III, illustre tragiquement comment le pouvoir absolu peut détruire complètement même les esprits les plus brillants et prometteurs. Jean III, qui succède précipitamment à son frère Éric déchu, tente désespérément de naviguer entre les extrêmes religieux irréconciliables qui déchirent sanglantement l'Europe de la contre-réforme. Marié stratégiquement à Catherine Jagellon, une princesse catholique polonaise dévote, il rêve naïvement de réconcilier catholicisme romain et protestantisme luthérien dans une synthèse œcuménique impossible. Sa fameuse liturgie rouge, ce compromis théologique élaboré que ni Rome intransigeante ni Wittenberg dogmatique n'accepteront jamais, symbolise pathétiquement l'échec prévisible de la voie médiane dans une époque d'absolutisme religieux fanatique. Son fils Sigismond, élevé rigoureusement dans le catholicisme polonais le plus strict et ultérieurement élu roi de Pologne, incarne dramatiquement
ce dilemme religieux insoluble qui menace de déchirer définitivement la Suède. Quand Sigismond hérite légitimement du trône suédois en 1592, le conflit explosif entre sa foi catholique sincère et l'identité protestante profondément enracinée de la Suède devient absolument inévitable. Cette crise religieuse et dynastique révèle les tensions profondes d'une époque où religion et politique sont inextricablement liées, où la foi détermine l'allégeance et où le salut de l'âme semble plus important que la paix civile. La guerre civile sanglante entre Sigismond le catholique et son oncle protestant Charles IX, de 1598 à 1600, n'est pas simplement un conflit dynastique traditionnel pour le pouvoir, mais une lutte existentielle désespérée pour l'âme religieuse et l'identité nationale de la Suède. Charles, d'abord régent autoproclamé puis roi couronné, mobilise habilement le sentiment national protestant xénophobe contre son neveu stigmatisé comme polonais et papiste, étranger à la vraie foi suédoise. La bataille décisive de Stångebro en septembre 1598, où les forces protestantes de Charles défont spectaculairement l'armée catholique de Sigismond, scelle définitivement et irrévocablement l'identité protestante de la Suède pour les siècles à venir. Mais cette victoire religieuse a un prix géopolitique énorme. La rupture hostile avec la Pologne catholique puissante crée un ennemi héréditaire implacable qui entra obsessionnellement la politique étrangère suédoise pendant plus d'un siècle, entraînant des guerres ruineuses et des rivalités dynastiques complexes. L'avènement providentiel de Gustave II, Adolphe, en 1611, à seulement 17 ans, mais déjà remarquablement mature, marque spectaculairement le début de l'âge d'or militaire et politique suédois. Ce jeune roi exceptionnel, méticuleusement éduqué dans l'humanisme sophistiqué de la Renaissance tardive et l'art militaire moderne révolutionnaire, possède une vision géopolitique prophétique qui dépasse largement les frontières étroites de son royaume nordique périphérique. Il comprend intuitivement que la survie même de la Suède protestante isolée dépend crucialement de sa capacité à projeter agressivement sa puissance militaire sur le continent européen, à transformer méthodiquement la mer Baltique en lac suédois exclusif et à créer rapidement un empire colonial capable de rivaliser efficacement avec les Habsbourg omnipotents. Ces réformes militaires révolutionnaires, l'artillerie légère mobile innovante, l'infanterie flexible et manœuvrière, la coordination interarmes sophistiquée, transforment radicalement l'armée suédoise en la force militaire la plus moderne, disciplinée et efficace d'Europe. Gustave Adolphe crée une armée nationale basée sur la conscription, remplaçant les mercenaires peu fiables par des soldats suédois motivés, défendant leur foi et leur patrie. L'entraînement intensif, la discipline de fer et l'esprit de corps transforment des paysans en machines de guerre. Les innovations tactiques, charges de cavalerie coordonnées avec l'artillerie, salves d'infanterie dévastatrices, utilisation du terrain, révolutionnent l'art militaire européen. La décision historique est audacieuse de Gustave Adolphe d'intervenir massivement dans la guerre de 30 ans en juin 1630 n'est absolument pas un coup de tête aventureux ou une ambition personnelle démesurée, mais un calcul stratégique froidement et mûrement réfléchi. L'empereur Ferdinand II, militairement victorieux contre les protestants allemands désorganisés, menace directement d'établir une hégémonie catholique habsbourgeoise étouffante sur toute la Baltique, qui étoufferait économiquement et religieusement la Suède isolée.
L'alliance paradoxale avec la France catholique de Richelieu, contradictoire en apparence mais géniale en réalité, révèle le pragmatisme politique sophistiqué du roi suédois qui comprend parfaitement que les intérêts géopolitiques transcendent largement les clivages religieux superficiels. Le débarquement spectaculaire de l'armée suédoise en Poméranie allemande marque le début d'une campagne militaire fulgurante qui stupéfie littéralement l'Europe entière par son audace stratégique et son efficacité tactique dévastatrice. Les victoires éclatantes de Breitenfeld en septembre 1631 et de Lützen en novembre 1632 établissent définitivement Gustave Adolphe comme le plus grand capitaine militaire de son temps, le lion du Nord, providentiel, qui sauve miraculeusement le protestantisme allemand de l'anéantissement certain. La bataille de Breitenfeld voit l'armée suédoise moderne écraser les tercios espagnols réputés invincibles, prouvant la supériorité de la mobilité sur la masse, de la flexibilité sur la rigidité. Mais sa mort héroïque et prématurée à Lützen, chargeant courageusement dans le brouillard épais à la tête de sa cavalerie, prive tragiquement la Suède de son génie militaire au moment le plus crucial. Cette mort transforme instantanément Gustave Adolphe en légende éternelle, en champion martyr sanctifié de la cause protestante européenne, mais elle laisse aussi un empire en construction fragile, sans architecte, un royaume soudainement dirigé par une régence précaire pour la jeune reine Christine, fille unique du roi héroïquement défunt. Le corps de Gustave Adolphe, ramené en Suède dans un cortège funèbre qui traverse l'Allemagne protestante en deuil, devient une relique nationale. Sa mort prématurée à 38 ans laisse tant de potentiel non réalisé. Aurait-il pu créer un empire protestant durable en Allemagne? Aurait-il transformé la Suède en superpuissance européenne permanente? Le règne extraordinaire et paradoxal de Christine de 1632 à 1654 représente l'un des épisodes les plus fascinants, contradictoires et controversés de toute l'histoire suédoise mouvementée. Cette femme absolument extraordinaire et unique, méticuleusement éduquée comme un prince par les meilleurs précepteurs européens, parlant couramment 8 langues, modernes et anciennes, correspondant intellectuellement avec Descartes, qu'elle invite à Stockholm, et collectionnant les œuvres d'art avec une passion dévorante et ruineuse, transforme temporairement Stockholm périphérique en un centre culturel européen éblouissant. Mais son refus obstiné de se marier et de produire un héritier dynastique, ses dépenses extravagantes qui vident irresponsablement les caisses royales péniblement remplies, et surtout sa conversion secrète et scandaleuse au catholicisme honni, créent une crise constitutionnelle et religieuse sans précédent. Son abdication volontaire spectaculaire en juin 1654 et son départ théâtral pour Rome éternelle, où elle finira ses jours comme curiosité baroque fascinante dans la cour papale, symbolisent paradoxalement et simultanément l'apogée culturel éblouissant et le début du déclin géopolitique inexorable de l'empire suédois surétendu. Charles X Gustave, cousin dynamique et successeur légitime de Christine, tente désespérément de restaurer la grandeur militaire suédoise, déclinante par une série de guerres audacieuses et risquées contre la Pologne affaiblie, le Danemark revanchard et la Russie montante. Sa marche légendaire sur la glace en janvier 1658, où l'armée suédoise traverse miraculeusement les détroits danois gelés pour attaquer directement Copenhague stupéfaite, reste l'un des exploits militaires les plus audacieux et risqués de toute l'histoire militaire mondiale. Mais ces victoires spectaculaires et médiatisées cachent mal l'épuisement économique et démographique
croissant du royaume, littéralement saigné à blanc par des décennies de guerre continue ruineuse. La paix avantageuse de Roskilde, en février 1658, qui donne définitivement à la Suède ses frontières méridionales actuelles en annexant la riche Scanie danoise, marque paradoxalement et ironiquement le début de la fin de l'expansion territoriale suédoise. Le royaume a atteint ses limites naturelles et humaines. Chaque nouvelle conquête coûte plus qu'elle ne rapporte. Charles XI, qui accède au trône en 1660 après une régence catastrophique, hérite d'un empire au bord de l'effondrement total. La défaite humiliante de Ferbellin en juin 1675 contre le Brandebourg, émergeant, révèle brutalement que la Suède n'a définitivement plus les moyens humains et financiers de son ambition impériale démesurée. Sa réaction est radicale et impitoyable. La réduction, cette confiscation massive et systématique des domaines nobles qui avaient été généreusement aliénés pendant les régences corrompues et les guerres ruineuses, restaure spectaculairement les finances royales exsangues, mais crée une hostilité durable et rancunière entre la couronne et l'aristocratie dépossédée. L'absolutisme royal draconien qu'il établit méthodiquement transforme la Suède en l'une des monarchies les plus centralisées et autoritaires d'Europe, mais au prix d'une rigidité politique et sociale qui s'avérera ultimement fatale face aux défis du XVIIIe siècle des Lumières. Charles XI est un monarque travailleur, austère, dévoué corps et âme à la restauration de son royaume. Il passe des heures interminables sur les registres fiscaux, réforme l'armée, modernise l'administration. Son règne représente une pause nécessaire dans l'expansion, un moment de consolidation interne qui prépare involontairement le dernier acte dramatique de l'Empire suédois. L'administration minutieuse de Charles XI révèle un paradoxe historique fascinant et instructif. C'est précisément en renonçant pragmatiquement aux ambitions impériales chimériques que la Suède construit solidement les fondations durables de son futur État moderne, efficace. Les réformes administratives systématiques, la création d'une bureaucratie véritablement professionnelle et méritocratique, l'établissement d'un système éducatif national cohérent, le développement d'une armée permanente efficace, basée sur la conscription territoriale ingénieuse appelée Andelningsverket, toutes ces innovations domestiques apparemment prosaïques compensent largement le déclin de la puissance internationale et forment l'ossature institutionnelle solide de l'État suédois moderne. Charles XII, monté prématurément sur le trône en avril 1697 à l'âge tendre de 15 ans, incarne dramatiquement la dernière flamme éblouissante de l'Empire suédois dans toute sa grandeur romantique et sa tragédie shakespearienne. Ce roi-soldat obsessionnel, qui passe incroyablement 18 de ses 21 ans de règne en campagne militaire continue, possède indéniablement un génie tactique exceptionnel et un courage personnel qui frise dangereusement la témérité suicidaire. Sa victoire miraculeuse et écrasante contre les Russes à Narva en novembre 1700, où 8000 Suédois disciplinés défont 40 000 Russes désorganisés dans une tempête de neige providentielle, semble confirmer spectaculairement l'invincibilité militaire suédoise légendaire. Mais cette victoire trompeuse contient paradoxalement les germes de la catastrophe future inévitable, car elle convainc fatalement Charles qu'il peut défier impunément et simultanément toutes les puissances montantes coalisées de l'Europe du Nord. La Grande Guerre du Nord apocalyptique, qui s'étend interminablement de 1700 à 1721, n'est pas simplement un conflit militaire traditionnel,
mais une lutte existentielle désespérée pour la survie même de l'Empire suédois assiégé. Pierre le Grand de Russie modernisatrice, Auguste II de Pologne saxe revancharde, Frédéric IV de Danemark, Norvège opportuniste, tous s'allient méthodiquement pour démembrer définitivement l'hégémonie suédoise détestée sur la Baltique. Charles XII répond obsessionnellement par une stratégie d'offensive perpétuelle kamikaze, refusant catégoriquement toute négociation raisonnable, convaincu fanatiquement que seule la victoire militaire totale peut sauver l'Empire condamné. Son invasion téméraire de la Russie immense en 1708, répétant prophétiquement l'erreur fatale que Napoléon et Hitler commettront tragiquement après lui, mène inexorablement à la catastrophe totale de Poltava en juin 1709, où l'armée suédoise d'élite est complètement anéantie et l'Empire baltique commence son agonie irréversible. L'exil surréaliste de Charles XII dans l'Empire ottoman lointain, de 1709 à 1714, transforme le roi de Suède en personnage presque mythologique, le Turc de Bender, qui intrigue désespérément depuis son refuge exotique pour rallumer la guerre en Europe. Son retour rocambolesque, traversant l'Europe hostile incognito en 15 jours seulement, rallume brièvement l'espoir nationaliste suédois. Mais sa mort mystérieuse et controversée devant la forteresse norvégienne imprenable de Fredriksten le 11 décembre 1718, tué par une balle dont on ne saura jamais avec certitude si elle était ennemie ou traîtreusement suédoise, met fin définitivement et brutalement au rêve impérial. La Suède perd la majorité de ses possessions baltiques durement acquises. Sa population est réduite de moitié par la guerre et la peste. Son économie est totalement ruinée. Comment un empire si puissant et craint a-t-il pu s'effondrer si complètement et rapidement en moins de 2 décennies? La question hante encore les historiens. Était-ce l'hubris de Charles XII, l'évolution géopolitique inévitable, ou simplement le destin cruel? Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like.